bonjour. Merci Marie pour l'introduction. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver des anciens de chez Zenica, même si maintenant je suis chez Decathlon. Donc oui, alors une petite pensée pour Anthony, l'Allemand, qui devait être avec moi pour présenter. Et pas de bol, il a chopé le Covid ce week-end et il ne pouvait pas faire autrement. C'était un mariage et il était témoin. Voilà, ouais, je veux bien ma slide parce que c'est bien moi en haut à gauche. Mais c'était il y a longtemps, ouais, c'est ça, c'était en 1995. Voilà, ça vous donne une petite idée de mon âge. Donc, je suis staff engineer chez Decathlon depuis 2 ans sur la partie Ops. Je fais partie d'une unité qui s'appelle Cloud Platform Engineering, et je vais vous en parler juste après. D'abord, quelques petits chiffres des petits chiffres sur Decathlon. Decathlon, on a plus de 100 000 collaborateurs dans 82 nationalités, presque 1700 magasins, et puis 142 millions de clients et 400 millions d'utilisateurs, puisque il y a parfois des gens qui achètent et qui font consommer par leur famille. Et voilà. Tous ces chiffres, c'est aussi pour, j'espère que vous comprendrez que derrière le Decathlon, le nombre d'applications qu'il y a pour faire tourner Decathlon, les différentes parties, c'est assez impressionnant. C'est plus d'1 millier de composants applicatifs. C'est je ne sais pas combien de développeurs, mais c'est une partie importante de l'équation. Alors, Cloud Platform Engineering, avant de partir sur Cloud Run, je vous rassure, on va parler de Cloud Run. C'est un terme, le Platform Engineering, c'est un terme dont on entend parler de plus en plus. Et l'idée, c'est ma traduction. Si vous allez sur... je ne dois pas me retourner, pardon. Si vous allez sur ces adresses, vous aurez des définitions. C'est de concevoir et construire des outils pour faciliter la mise à disposition des infrastructures en mode libre-service. Et la partie libre-service, elle est super importante. Comment on va faire ça? Les grands principes, c'est de traiter la plateforme, notamment la partie infrastructure, comme un produit. D'accord? On ne va plus raisonner en termes de couches réseau, couche stockage, couche VM. Voilà, on va vraiment traiter la plateforme comme un produit. On va exposer un produit à des consommateurs qui seront les développeurs et les ops qui accompagnent les développeurs pour déployer leurs applications. On va se focaliser sur les problématiques communes. On ne va pas chercher à couvrir l'exhaustivité des besoins tout de suite. On ira chercher les 20% qui ne rentrent pas dans la partie plateforme engineering par la suite, parce que d'abord, il y a 80% à servir, et c'est ça le plus important. On va faire le lien entre tous les composants de la plateforme, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, stockage, réseau, et tout ça, pour vraiment qu'ils ne soient pas cachés, mais qu'il n'y ait pas la peine, que ce ne soit pas la peine de venir les paramétrer soi-même. On va essayer d'en cacher un maximum de complexité. Et puis surtout, on va essayer de ne pas réinventer la roue. Et réinventer la roue, c'est comme ça que peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est comme ça que ça fonctionnait avant chez Decathlon. On va dire peut-être encore maintenant, parce que c'est en train de changer. L'idée, c'est qu'on peut avoir 2 feature teams. Les feature teams chez Decathlon, c'est comme ça qu'on appelle les équipes qui développent les applications, qui peuvent avoir chacune une équipe d'ops pour les supporter, et qui vont au final consommer les mêmes types de services, du cloud, du GitHub, du Haven. Haven, je ne sais pas si vous savez, c'est un hébergeur de services SaaS, donc par exemple du Postgre, du Kafka, de l'OpenSearch, ce genre de choses. Donc, les 2 équipes elles vont consommer les mêmes services, mais les équipes d'Ops, potentiellement, ils ne vont pas assembler les services de la même façon et vont écrire du code chacun de leur côté, sans forcément chercher à partager. Alors, il y a peut-être une volonté de partage, mais je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de développeurs chez Decathlon, il y a beaucoup d'ops aussi, et j'espère que vous êtes conscients que plus il y a de personnes qui sont capables de faire une chose, plus vous aurez de difficultés à arriver à une pratique commune. Donc l'idée de la plateforme engineering, c'est de dire, arrêtez les équipes d'ops, arrêtez de construire ces plateformes, appuyez-vous sur un produit qui va sortir de la partie plateforme engineering et qui permettra aux utilisateurs de configurer de la même façon les services qu'ils ont envie de consommer.
Les ops, ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus besoin, ça veut dire que les ops, maintenant, ils vont pouvoir apporter encore plus de valeur plus proche des développeurs et qui vont pouvoir remonter aux équipes de platform engineering les besoins de leurs utilisateurs. Avant de partir sur Cloud Run, juste un petit focus sur Kubernetes, parce que c'est le premier type d'hébergement de charge de travail, pour ne pas dire workload, qui est utilisé chez Decathlon actuellement. On a une pratique un peu particulière peut-être d'utilisation, de consommation de Kubernetes. On a plus de 300 serveurs Kubernetes. Ça représente 2200 nœuds. Ça veut dire qu'on ne fait pas beaucoup de clusters mutualisés, même si peut-être que dans certains cas, on voudrait en faire un peu plus, mais bon, ça c'est un choix pour l'instant qu'on a fait de ne pas forcer les gens à faire du mutualisé. Ça veut dire aussi qu'on a eu plus de 200 personnes qui ont été formées dans différentes sessions de formation autour de Kubernetes. Kubernetes, c'est bien. Par contre, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma. Là. Ce schéma, c'est le petit schéma qui peut vous aider à diagnostiquer ce qui ne va pas quand il y a un problème quand votre ingress, c'est-à-dire l'URL au final, elle n'est pas visible. Donc ça peut être compliqué. Enfin, c'est pas ça peut être compliqué. C'est compliqué, c'est une certitude. C'est parfois overkill. Sortir un cluster Kubernetes juste pour héberger un Nginx qui va héberger un site type purement front-end, c'est peut-être beaucoup. Et puis, surtout, ça nécessite des actions de maintenance. Alors, même si nous, côté Decathlon, on a plutôt tendance à ne s'appuyer que sur des services managés, hein, donc type GKE côté Google ou EKS côté AWS, ça nécessite quand même des actions de maintenance. Et quand je dis ça aussi, c'est important, c'est parfois, il est difficile pour des équipes d'ops de se dire « Tiens, je vais faire la maintenance, je vais faire une upgrade de version », parce qu'il y a toujours une peur de qu'est-ce qui pourrait se passer si je upgrade de version et ce genre de choses. Et puis, je le disais tout à l'heure, hein, plus on a de développeurs, plus on a d'ops, plus c'est compliqué de partager les pratiques. Donc on s'est dit que peut-être qu'il fallait qu'on fasse autre chose, qu'on propose une offre complémentaire à ce qu'on fait avec Kubernetes. Ça, c'est la partie aide à la décision de qu'est-ce qui peut... Enfin, c'est pas aide à la décision, pardon, c'est une répartition de l'offre côté GCP. Alors, je parle de GCP parce qu'on a commencé sur GCP, mais on aura la même chose côté AWS. Hein. Donc là, sur la partie, sur votre gauche, ouais, c'est ça. Vous avez la partie la plus, j'ai envie de dire, la plus managée, celle où vous allez avoir le plus de contrôle, hein, la partie compute, la partie GKE, et puis sur la partie à droite, toute la partie serverless, donc avec l'offre Cloud Run et puis l'offre Cloud Function, qui en plus sont en train de se rapprocher de plus en plus, parce que je ne sais pas si vous faites des Cloud Function Gen 2, ça s'appuie complètement sur du service Cloud Run en dessous. Donc à gauche, plus de contrôle, à droite, moins d'opérations, puisqu'il n'y a plus de VM, même si, même côté GKE, on n'a pas trop de VM à gérer. Hein. Et puis, à gauche, si vous faites la facturation, elle sera plutôt par rapport à de la consommation de VM, alors qu'à droite, on sera plutôt sur la consommation à l'usage, CPU et mémoire. L'offre Cloud Run GCP, donc ça s'appuie sur une offre container, et ça tombe bien parce que le container, c'est quelque chose, c'est une technologie à laquelle on croit beaucoup chez Decathlon, et ça fait même partie de un de nos choix stratégiques très forts. On veut faire que du container, quand c'est possible. Donc, on peut créer un service Cloud Run à partir d'une image container. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de gestion d'infrastructure, on n'a pas de VM à créer. C'est toute la partie allocation des instances, gestion de la montée en charge, c'est complètement géré par Cloud Run. On peut faire du scale to zero, on n'est pas obligé, mais on peut faire du scale to zero. Ça veut dire que quand il n'y a pas de trafic du tout, on ne va rien payer. Et puis, j'ai dit aussi dans le slide d'avant, c'est de la facturation au temps d'exécution. Une petite démo de Cloud Run en mode simple. C'est facile, hein. On va dans la console. On va dire qu'on va créer un nouveau service Cloud Run.
Donc je vais sélectionner une image dans ma registry type Google Artifact Registry. Donc ça veut dire que c'est une image que j'ai déjà poussée. Je vais choisir différents paramètres d'exécution, le type d'exposition, est-ce que c'est ouvert sur Internet, est-ce que c'est ouvert en interne uniquement, est-ce qu'il faut créer... est-ce que c'est ouvert sur Internet ou est-ce que c'est uniquement en accès privé? Et puis ensuite, il y a la partie déploiement qui se fait, et il y a ce qu'on appelle une révision qui est créée, et il y a la partie aussi création automatique d'un service account pour faire tourner l'application. Et puis, voilà, c'est en train de continuer c'est en train de finir de se déployer. Je vais avoir ma révision qui va être prête, le trafic il est envoyé, et derrière, je peux cliquer sur la page, et comme là j'avais choisi de l'ouvrir sur Internet, c'est disponible. C'est facile. Maintenant, soyons honnêtes, c'est pas trop comme ça qu'on a envie de faire fonctionner Cloud Run en entreprise. Là, pour la démo, Cloud Run, c'est top. Hein. Maintenant, en entreprise, à grande échelle, si on devait demander à tous les développeurs ou à tous les ops d'aller dans la console, ce serait, même si on peut faire du Terraform et compagnie. Hein. Mais là, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a quelques patterns très simples, notamment en termes de sécurité, qui ne sont pas respectés. Les limitations Cloud Run, parce qu'il y en a quand même, hein, donc il n'y a pas de volume persistant, c'est complètement stateless. Même si on peut utiliser des fichiers on peut stocker lors de l'exécution des fichiers, mais ils seront perdus lors de il n'y a rien qui garantit qu'ils seront encore présents l'exécution suivante. C'est un container par service. Si vous avez l'habitude de faire du Kubernetes avec des sidecars et ce genre de choses, c'est pas possible. Il n'y a pas d'init container. Pareil, si vous avez des patterns pour aller chercher des secrets ou ce genre de choses, ça n'existe pas. C'est du service HTTP uniquement. Alors il y a une petite étoile parce que depuis peu, il y a les cloud jobs qui sont disponibles, donc ce qui permet de faire l'équivalent des cron jobs. Il n'y a pas de sonde, même si pareil, c'est une petite étoile parce que ça arrivait il n'y a pas très longtemps, donc il y a la possibilité de définir des sondes type liveness. Et puis, c'est des services hors VPC. VPC, c'est Virtual Private Cloud. C'est le réseau privé qui va être créé dans le cloud. Et donc, ça veut dire, quand je dis service hors VPC, ça veut dire que vous aurez beau avoir créé votre service, votre réseau privé à vous, Cloud Run, ça tourne à l'extérieur. D'accord ? Ça veut dire notamment, on va y revenir après, si vous avez défini des règles firewall sur votre VPC, ce que vous devriez avoir fait, elles ne s'appliquent pas du tout à la partie Cloud Run. Donc, il faut faire autrement. Pourquoi Cloud Run, on y croit fort chez Decathlon ? Parce qu'on est convaincu que ça peut remplacer ou compléter Kubernetes pour certains besoins. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déploiement et une exploitation qui sont simplifiés, il y a des features qui sont cadrées par le cloud provider, donc on n'a pas besoin de les gérer. J'en ai déjà parlé, la partie scheduling et la partie auto-scaling. Et puis c'est stateless, donc c'est une bonne façon aussi de dire aller vers le stateless de toute façon autant que possible. Et donc si vous rentrez dans ces cases-là, vous pouvez partir sur du Cloud Run. Par contre, ça reste dans le monde de containers, et ça, on a déjà des process qui sont très rodés. Construire des images Docker, on a déjà plein de pipelines GitHub Action partagés qui permettent de faire cette partie-là, intégrée avec le push dans la registry Google Artifact Registry, et puis la partie scan de vulnérabilité qui est déjà intégrée. Donc c'est intéressant parce qu'on garde quand même une partie de ce qui est connu déjà par les développeurs. On revient là-dessus. Est-ce que faire du Cloud Run, c'est si simple que ça quand on veut le faire à l'échelle d'une entreprise? Bien sûr, la réponse, elle est non. Pourquoi? Parce qu'il y a des prérequis et des contraintes d'utilisation, qu'on va voir juste après. Il y a des contraintes réseau aussi. Et puis, il faut aussi essayer de se raccrocher aux outils de déploiement qu'on a déjà. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, on ne va pas déployer en passant par la console. La partie prérequis et contraintes, il y a des trucs tout bêtes. Il faut activer l'API. Activer l'API Cloud Run et les autres API. Et vous imaginez bien que quand on donne un projet GCP à des équipes de dev ou à des équipes d'ops, ils n'ont pas le rôle éditeur ou owner sur le projet, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous faites peut-être ça chez vous, mais nous, on ne fait pas ça. Il faut configurer la partie Artifact Registry et il faut créer la partie Service Account. Pourquoi? Parce que par défaut, quand on crée un service Cloud Run, ça utilise le service account par défaut, le service compute, qui est
qui a beaucoup trop de droits, et ce n'est pas du tout ce qu'on a envie d'avoir. Nous, on veut appliquer les principes de list privileges, ça veut dire qu'on veut créer un service Agount pour notre service Cloud Run qui n'aura que les droits dont il a réellement besoin. Voilà, donc si on veut déjà cette étape-là, ça veut dire qu'il va falloir se casser la tête à créer un service Agount dédié par service Cloud Run et de regarder quels sont les services dont il a besoin. La partie réseau, la partie trafic en entrée, il y a trois modes d'exposition côté Cloud Run qui sont disponibles. Disponibles sur Internet, celui-là, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir mettre des protections type des Web Application Firewall devant. Donc ça, c'est interdit chez nous. Donc il ne nous reste plus que deux modes. Exposition publique par le biais d'un HTTPS Load Balancer, d'accord, un composant de GCP. Ça veut dire qu'il va falloir configurer un HTTPS Load Balancer, d'accord, avec un certificat, avec ce genre de choses. Et puis, alors, là, on fera une double couche WAF parce qu'on va se servir de Cloud Armor pour la partie filtrage, pour être capable de dire qu'il n'y a que certaines IP qui peuvent accéder à notre service Cloud Run. Et puis après, on a un autre fournisseur de WAF qui, lui, va être autorisé à se connecter à Cloud Run et qui va faire le reste des règles. Et puis exposition interne, parce qu'on veut quand même autoriser des services Cloud Run du même projet à parler entre eux, forcément, sinon on va quand même se tirer une balle dans le pied en termes d'interopérabilité. Et puis, forcément, il faut que le service Cloud Run il puisse communiquer avec potentiellement des composants qui sont dans le réseau privé associé aux applications. Ça, c'était pour la partie entrée vers le service Cloud Run. Il y a la partie sortie. On veut aussi filtrer ce qui sort de notre service Cloud Run. D'accord ? La sécurité, c'est quelque chose que je pense que vous êtes tous sensibilisés à ça. On vous bassine certainement de plus en plus sur ces trucs-là. C'est super important de savoir ce qui sort aussi pour être capable de détecter si potentiellement vous avez été attaqué et donc d'analyser le trafic qui sort ou de restreindre le trafic qui sort. On ne peut pas faire ça naturellement. On ne peut pas faire ça de base avec Cloud Run. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dire au service Cloud Run de passer par ce qu'on appelle un VPC Serverless Connector, donc c'est un composant qui permet de relier le service Cloud Run au réseau privé qui aura été créé. Pourquoi on va faire ça? Ben, c'est pas compliqué, il y a une configuration dans Cloud Run qui permet de dire le service Cloud Run, quand il sort sur Internet, ou qui va vers n'importe où, en fait, quel que soit le trafic qui sort du service Cloud Run, il doit passer par le Serverless VPC Connector, et du coup, il va arriver côté VPC, et là, du coup, on va pouvoir appliquer des règles de sortie, des règles firewall de sortie pour dire tu as le droit d'aller à tel endroit ou tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Ça, c'est pour la partie quand on va sortir sur Internet. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de Haven. Haven, comment on est interconnecté quand on fait du GCP, j'ai envie de dire pour l'instant, parce que ça va peut-être changer, mais avec du Haven, on a un peering. Un peering, c'est une sorte de lien réseau dédié entre un projet GCP chez Haven et un projet GCP que nous, on a chez nous. Et ce serverless VPC Connector, il va permettre à mon service Cloud Run d'arriver dans le VPC et de repasser par le peering pour aller attaquer le service Haven. Donc c'est super important de créer un VPC Connector. Et ça, c'est pareil, c'est un composant de plus qu'il faut être capable de créer. Les outils de déploiement, on s'appuie, nous, sur la partie GitHub Action. On a déjà on fournit des GitHub Action qui font du scan de vulnérabilité. On fait du push sur l'Artifact Registry, j'en ai déjà parlé. Et puis, on est en train de déployer de plus en plus le mécanisme de Workload Identity Federation qui nous permet de faire correspondre un dépôt GitHub, voire même un workflow GitHub Action, à un service Agount, ce qui nous permet de mettre des droits très fins, soit pour aller pousser une image vers la gare, soit pour aller déployer un service cloud. Donc ça fait plein de choses à créer. Si on demandait, on reverra après un petit schéma qui normalement devrait vous faire peur, ou à moi ça vous fasse plaisir si vous êtes architecte, mais bon, on verra après ce schéma-là. Ça fait plein de choses à créer potentiellement pour le développeur si on disait bah, vas-y, maintenant, tu as ces règles-là, il faut que tu les appliques. Donc, je reviens sur l'essence, enfin l'esprit de la Cloud Platform Engineering, c'est de fournir des outils qui permettent de faire du self-service. Bon, comme on est forcément Decathlon, même si moi je suis français, je bosse pour quand même une entité qui s'appelle Decathlon United, et l'idée c'est quand même que tous les pays utilisent la même chose, donc on fait en anglais, donc ça s'appelle Self-Service Stack, et du coup on a créé un produit qui s'appelle une Stack 3S,
Voilà, donc ça c'est pour expliquer pourquoi on a 3S. La promesse utilisateur de la stack 3S, c'est pas de code Terraform ou Python à écrire. D'accord? Ça veut dire, vous ne cassez pas la tête, vous allez juste consommer un fichier YAML où vous allez nous dire quels sont les services que vous voulez et comment vous voulez les interconnecter. Exemple, un service Cloud Run qui doit pouvoir aller écrire dans un bucket et qui doit pouvoir être déclenché par une notification sur un topic PubSub. Les standards de Decathlon vont être implémentés par défaut, puisqu'on écrit tout le code Terraform à la place des utilisateurs. Donc on aura toute la partie sécurité, donc toute la partie liste privileges dont j'ai parlé tout à l'heure. Tous les outils d'observabilité seront intégrés. La partie gestion des droits, ce sera fait pareil. Aucun besoin de créer soi-même un service account, on va tout faire pour vous. C'est des outils qui sont référencés dans notre Tech Radar, parce qu'on a quand même un Tech Radar interne pour essayer de cadrer l'utilisation de certains outils. Et puis du coup, forcément, comme tout le monde va utiliser comme on espère que tout le monde va utiliser cet outil-là, on va arriver à une sorte de partage de pratiques qui sera naturel. Tout ça pour permettre aux utilisateurs, qu'ils soient dev ou ops, on a des équipes de dev qui ont une stack et qui n'ont pas d'ops, parce qu'ils nous ont dit, nous, on juge qu'on est suffisamment autonome pour ne pas avoir besoin d'ops. Ça va permettre de créer une infrastructure en pleine autonomie, dans les limites forcément du catalogue de services. Je parlais du Tech Radar, on n'a pas non plus implémenté encore tout le Tech Radar. Ça fait 2 ans qu'on bosse sur le sujet. Je vais revenir après, pour l'instant on ne fait que du GCP. Et puis, par contre, comme on va s'appuyer sur un workflow GitHub, on va quand même pouvoir mettre de la séparation de droits avec les notions de code owner. Donc l'offre de la stack 3S, je disais pour l'instant uniquement GCP. Chez Decathlon, on fait GCP et AWS, mais pour l'instant, on s'est focalisé sur GCP. Toute la partie couche haute, là, c'est le logo du WAF, la partie gestion des certificats, que ce soit avec du Cert Manager ou avec le gestionnaire de certificats de GCP. La couche tout en bas, là, c'est SPM, c'est Cloud Security Posture Management. C'est un outil qui vient analyser la configuration de tous vos éléments cloud et qui va dire si vous êtes conforme ou pas à une politique de sécurité. La partie CWPP, c'est plutôt l'analyse de vulnérabilité, donc tous les outils sont intégrés. La partie firewall, la partie gestion des utilisateurs, et le logo avec les 3 étoiles, c'est le Secret Manager de GCP, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on utilise. Ensuite, on va avoir toute la partie réseau avec la partie, quand on fait du Kubernetes, parce que là, je vous parle de Cloud Run, mais forcément, la stack, elle fournit aussi du Kubernetes, c'est ce qu'on a fourni d'abord. Donc du Nginx, la partie configuration load balancer, toute la partie DNS, c'est déjà intégré. L'intégration avec nos outils d'observabilité. La partie Haven, j'en parlais tout à l'heure, ça veut dire qu'on est capable de créer des services PG à la volée, du Redis, du Kafka, de l'OpenSearch, du PubSub et des buckets. Et puis les deux solutions d'émergement d'applications, c'est du Cloud Run et du Kubernetes qu'on fournit. Et puis les workflows, la partie déploiement, donc ça s'appuie sur la Google Artifact Registry, les Helm charts, les GitHub Actions, et puis pour la partie GitOps sur Kubernetes, on fait du Flux CD. Même si je sais qu'il y en a plein qui préfèrent le Argo CD, mais moi je suis Ops, donc je n'ai pas besoin d'interface, mais bon, c'est pas grave. Petit troll. J'aime bien Argo CD aussi. L'expérience utilisateur, la Stack 3S, donc on va avoir des équipes d'Ops ou des feature teams qui vont créer une pull request en demandant une modification de l'infrastructure par le biais d'une modification d'un fichier YAML. Vous allez voir après dans la démo comment ça marche. Ensuite, du coup, il va y avoir des GitHub Actions qui vont se déclencher, qui vont récupérer tous les packages Terraform, enfin ce genre de, pas les packages, mais un composant qui va nous servir à générer automatiquement du code Terraform, on va faire un Terraform plan en mode pull request. On va sortir l'output du plan dans les GitHub, dans les commentaires de la pull request, ce qui permet aux utilisateurs de voir ce qui va changer côté infrastructure. Et puis derrière, il peut y avoir un process de revue en fonction du type de fichiers qui ont été modifiés. L'APR va être mergée. Et derrière, on fait la même chose, sauf qu'au lieu de faire un Terraform plan, on fait un Terraform apply, et puis donc on va avoir la partie provisioning des ressources GCP, Haven, j'ai laissé Imperva, et Git pour la partie Kubernetes, GitOps. Donc ça, c'est le fameux schéma.
je vous ai dit, normalement, ça peut faire peur. C'est en gros un service Cloud Run de base, avec tous les composants qu'il faudrait créer derrière. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, donc là c'est en haut à gauche, vous avez la partie définition, donc c'est le fameux stack.yaml que vous allez modifier, qui va générer du code Terraform. On va générer tous les composants d'infrastructure côté GCP. Et puis, derrière, on va avoir la partie déploiement des composants applicatifs, qui n'a pas le même cycle de vie que l'infrastructure, qui s'appuie sur ce dont j'ai parlé avant, les GitHub Actions, la partie CWPP et compagnie. Ça veut dire qu'automatiquement, on va créer les composants obligatoires, mais qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée pour les feature teams. On va créer donc la partie serverless VPC connector, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui permet de sortir sur Internet et de passer par les Ring Firewall. La partie HTTPS Load Balancer avec les certificats, la partie pareil WAF, le Cloud Armor pour filtrer, pour dire qu'il n'y a que certaines IP qui peuvent arriver directement sur le service. On va créer toute la couche de sécurité, donc les services account avec les bons droits, la partie configuration workload identity côté GitHub et compagnie, on fait tout ça. Et ça veut dire que les développeurs, eux, ils vont juste à se focaliser sur cette partie-là. Ça veut dire savoir les services dont ils ont besoin, les configurer dans le stack.yaml, et derrière, on va être capable, on va leur fournir des workflows GitHub qui vont leur permettre de faire, de provisionner, de demander des modifications à leur infrastructure pour qu'elles soient faites à la volée et à la demande. La configuration Cloud Run dans une stack 3S, c'est du YAML. Donc là, on va pouvoir dire, je veux une repository Docker. Et vous pouvez voir là que j'ai défini qu'en tant que writer sur la repository Docker, j'ai un GitHub repo qui s'appelle MyRepo. Ça, c'est la fameuse partie Workload Identity Federation. Nous, on va venir créer un service account associé au GitHub, au dépôt Git. On va faire la partie configuration Workload Identity côté Federation côté GitHub, et on va aussi aller donner le droit à ce service account automatiquement sur ce repository de la gare. La partie création d'un bucket, donc là, le bucket, les métadatas classiques associés à un bucket, et puis on va aussi, là, je vais dire, j'ai mon service Cloud Run CR01 qui doit pouvoir écrire sur ce bucket. Ensuite, la partie déclaration de mon service Cloud Run directement. Donc, notez la partie editors GitHub repo, où là, c'est pareil, je dis, le service account associé à ce repo Git, il peut venir pusher une nouvelle révision de mon service Cloud Run. Et puis, la partie ingress, où là, j'ai défini que je veux qu'il soit exposé par le biais d'un load balancer. Et puis, là, c'est la partie load balancer, où je viens définir le mapping. Donc, j'ai une URL interne en Decathlon IO qui ne sera jamais accédée par un utilisateur final, puisque c'est le WAF qui, lui, fera l'exposition, le WAF, qui n'est pas Cloud Armor, mais qui est un autre outil qui fera la partie exposition. Ce qu'on supporte côté Cloud Run, alors on a fait attention à bien séparer le cycle de vie du déploiement de l'infrastructure et du déploiement de l'application, puisque l'infrastructure, en théorie, elle bouge moins souvent que l'application. Donc, c'est bien deux workflows différents, comme ce qu'on fait côté Kubernetes. Ça veut dire qu'on a une définition du provisioning des clusters Kubernetes, et à côté, on fait du GitOps avec avec Flux, ou on pourrait le faire avec Argo. Donc, on a bien deux cycles de vie différents. Donc, ce qu'on a fait, c'est pour l'instant l'interaction avec les GitHub Actions, dont j'en ai parlé, l'interaction avec les topics PubSub, la partie Cloud Storage. On est capable de déclarer qu'un service Cloud Run doit pouvoir appeler un autre service Cloud Run, et puis on fait la partie intégration avec le load balancer. Et on a commencé par ça parce que nos premiers utilisateurs, les utilisateurs qu'on est allés rencontrer qui font déjà du Cloud Run, c'était leur premier retour. Donc on a commencé par ça, on n'a pas cherché à faire plus dès le départ, même si après on va rajouter d'autres fonctionnalités. La vue fonctionnelle de la démo que je vais vous montrer, c'est pas une vraie application, forcément. Ça s'appuie notamment sur une démo Cloud Run Image Processor qui est disponible. Donc l'idée, c'est que je vais, avant de vous montrer le code, je vais pousser des fichiers sur un bucket. Ça va déclencher une notification côté PubSub qui va déclencher un service Cloud Run, qui va appeler l'API Cloud Vision, qui va me permettre de dire si l'image est comment on dit, acceptable ou pas, ça a un caractère pornographique ou violent. Si c'est pas acceptable, alors dans ce cas-là, je vais flouter l'image et je vais la pousser sur un autre bucket. Dans tous les cas, si c'est acceptable ou pas, je vais appeler un autre service Cloud Run qui, lui, va aller stocker dans une base de données qui est hébergée sur Even. Donc, le service Cloud Run
qui est hors du VPC. On va passer dans le VPC par le peering pour aller jusqu'à Event. Donc rapidement, la configuration YAML, c'est la configuration d'un bucket, j'ai déjà vu tout à l'heure, la partie pub/sub, la partie... ça c'est les services Cloud Run, la partie, le deuxième bucket, rapidement, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais je préfère passer du temps sur la démo que sur parcourir tous les champs, mais en gros, vous pouvez retrouver des références, tel service a le droit d'appeler un autre service, ou ce genre de choses. Voilà, puis ça c'est la partie base de données, on peut dire, je veux un service type PG, je définis tous les schémas vont être créés automatiquement avec tous les utilisateurs, voilà. Et je vais revenir après sur les utilisateurs. La démo. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir de là où vous êtes. J'ai un YAML qui est vide, j'ai un stack.yaml qui est vide, j'ai rien du tout pour l'instant dedans. J'ai pas de gare, j'ai pas de bucket, j'ai pas de topic pub/sub, j'ai rien. Je vais commencer à venir ajouter au fur et à mesure les bouts de code. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quelque chose qui est très important, c'est qu'avec cet outil-là, on a mis en place une vérification de la syntaxe valide du YAML, parce que le YAML, ça peut être compliqué, surtout pour ceux qui ne savent pas servir d'un éditeur de code avec la validation syntaxique et compagnie. Je vois souvent des gens qui se plaignent de les tables et tout, c'est compliqué. Bon, bref, donc on a mis de la JSON validation. Donc la partie déclaration de ma gare, la partie déclaration de mes deux buckets. Voilà, je pourrais déclarer les deux buckets. Vous pouvez noter, si vous avez le temps de le voir, que j'ai déclaré mon deuxième bucket en tant que, mon service Cloud Run en tant qu'administrateur sur le deuxième bucket qui va permettre de lui écrire dessus. La partie topic pub/sub avec le fait que ça va déclencher automatiquement le service Cloud Run. La définition de mes deux services Cloud Run. Alors, par exemple, ça c'était le premier. Et le deuxième avec le fait que j'autorise le premier service Cloud Run à venir appeler le deuxième service Cloud Run. Tout ça, traduction, on fera quoi? On va faire toute la partie configuration pour faire automatiquement cette partie-là. La partie load balancer pour l'exposition, et puis la partie load balancer où je vais retrouver le service Cloud Run qui est référencé. Et puis la partie déclaration de mon service, du service Haven, avec du PG. Et puis, donc ça, c'est les noms qu'on va retrouver tout à l'heure. J'ai créé un user qui s'appelle FastAPI, parce que la démo, le service d'image référence, il est développé en Python en s'appuyant sur FastAPI. Donc là, je vais créer une branche pour créer une pull request. J'ai ma pull request, j'ai ma GitHub Action qui s'exécute. Là, je vous avoue que j'ai accéléré parce que ça peut prendre un peu de temps. C'est peut-être la partie, je pense qu'on prend plus de temps à attendre que la GitHub Action elle est finie plutôt que de remplir le fichier. Mais au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, hein, surtout par exemple, je parlais de validation de JSON. Vous pouvez configurer, on invite aux utilisateurs à configurer dans VS Code, par exemple, le schéma de JSON et ça leur permet d'avoir la complétion automatiquement. Donc là, il y a le Terraform init qui s'est passé, la partie Terraform plan, le plan qui est sorti côté commentaire. J'ai vu que là, il y avait plein de ressources qui étaient créées. Je valide la pull request et là, je refais la partie. Donc là, c'est mergé sur le main. Et du coup, on est sur main, on va faire un Terraform apply et puis un Terraform plan. Donc il y a plein d'autres étapes là-dedans que je ne vous montre pas, mais il y a la partie validation de schéma JSON. On ne fait même pas le Terraform plan si jamais le JSON schéma, si le YAML n'est pas valide. On va rajouter des validations de cohérence parce que le JSON schéma, ça ne permet pas de vérifier la cohérence entre deux champs. Là, c'est quoi? C'est mes deux services Cloud Run qui ont été créés, pardon. Ensuite, je vais voir que j'ai des buckets qui ont été créés. Alors, j'ai plusieurs buckets qui sont créés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de buckets système, j'ai envie de dire, qui sont créés. Il y a plein d'outils annexes. Je ne vous ai pas parlé de tout. Hein, mais on va voir après. Il y a des Cloud Function FinOps qui sont créés. Il y a des outils qui permettent d'éteindre automatiquement les bases de données qui sont mises en place. Il y a des outils qui permettent de créer les schémas automatiquement. Donc, c'est la partie... là, c'est le topic pub/sub. Et puis l'artefact registry, avec la registry qui s'appelle Docker. Vous pouvez l'appeler autrement que Docker. Hein. C'est juste parce que
Moi, ça m'a arrangé qu'elle s'appelle comme ça. Là, c'est la partie Cloud Functions, justement. Je n'ai pas demandé de créer des Cloud Functions, mais j'ai des Cloud Functions Systems qui sont créés. C'est ce dont je vous ai parlé, hein, la partie FinOps, la partie qui permet d'éteindre les services, la partie qui permet d'éteindre et rallumer les services. Pas forcément, a priori, pas en prod, hein, voilà, mais vous devez tous avoir des environnements de staging. Là, on est côté Haven avec le service base de données qui a été créé, avec donc la base, les pools de connection. Et puis derrière, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder. On a créé des utilisateurs, donc ces utilisateurs, ils ont des identifiants, login, mot de passe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a stocké automatiquement ces identifiants dans le Secret Manager de GCP, où vous avez la possibilité de dire qui a le droit d'accéder à ces secrets. C'est-à-dire que par défaut, ils sont créés, il n'y a personne qui peut y accéder. Et là, notamment, j'ai dit, mon service Cloud Run image référence, qui peut aller qui a besoin de la base de données, il peut aller lire le secret, et donc automatiquement, le service account, il sera reader. Donc ça, c'est juste pour montrer un exemple de secret value. Là, c'est la partie load balancer, avec le fait que le service, on a créé un certificat automatiquement. Et on va aller sur le tout premier déploiement du service Cloud Run. Vous aurez remarqué que nulle part, j'ai spécifié quelle était l'image Docker qu'il fallait déployer. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le même cycle de vie. Donc ça veut dire la première fois qu'on déploie le service, il n'y a pas de composant applicatif à déployer. Il n'y aura jamais dans ce stack pour YAML une référence vers une de vos images Docker à déployer. Ça, ce sera fait dans un autre workflow à côté où on va venir déployer le service. Donc là, je vais chercher le nom du bucket. Pourquoi? Parce que les buckets, on suit les bonnes pratiques et donc on rajoute des identifiants aléatoires derrière pour être sûr de l'unicité. Donc il faut aller chercher le vrai nom du bucket. Là, c'est la partie, je vais chercher quelle est l'URL de mon service image référence que le premier service Cloud Run doit appeler. Et puis, à partir de ça, je vais pouvoir aller modifier ma GitHub Action de déploiement en lui passant les variables d'environnement, tout en bas, là, où je viens donner le nom du bucket et l'URL. Et puis derrière, pour déployer ma GitHub Action, alors ça, c'est un des workflows qu'on propose, hein, il n'y a pas que ça, j'en reparlerai après. Je vais chercher l'image Docker, savoir quel est le tag que je veux déployer, et mon déploiement de service Cloud Run va se faire par le biais de la GitHub Action. Donc on pourrait mettre en place un déploiement automatique dès qu'il y a une image Docker qui est publiée, hein, ce genre de choses. Là, ce n'est pas le but de la démo, et donc là, je vois que grâce à la configuration Workload Identity Federation, mon service il a pu être déployé depuis GitHub. Et pour ça, le développeur, il n'a presque rien fait. Là, je vais faire déploiement du deuxième service. Et puis là, le deuxième service, il est exposé sur Internet. Alors dans la vraie vie, il n'y a pas besoin qu'il soit exposé sur Internet, hein, c'est une API. Là, pour la démo, je l'ai exposé. Et là, j'ai bien un autre service qui est rendu. Donc c'est un endpoint de test. Et puis derrière, je vais appeler le endpoint /images qui va me lister les images que j'ai dans la base de données. Forcément, j'en ai pas. Et donc là, maintenant, je vais venir faire le test complet de pousser un fichier sur le bucket. Donc là, je le fais avec du JSUtils. Hein. Et moi, je suis incapable de faire un site avec une interface graphique, faire des trucs en JavaScript et tout pour les pousser sur un bucket. Donc je ne l'ai pas fait, je fais du JSUtils. Je passe la plupart de mon temps dans un terminal, mais imaginez plutôt une application qui dépose dans un bucket. Et puis donc le fichier il est déposé sur le bucket. Et là, je vais pouvoir aller voir dans les logs de mon service Cloud Run que tout s'est passé comme ce à quoi je m'attends, c'est-à-dire l'image elle a été détectée comme étant OK, comme appropriée par CloudVision, et du coup j'ai juste appelé le service image référence pour lui dire OK, c'est bon, il n'y a pas une modification. Maintenant je vais aller publier une image d'un méchant zombie qui mange quelque chose. C'est pareil, ça fait partie du jeu de test des images, du jeu d'images de test fourni avec la démo du service Cloud Run. Là, le service il est détecté comme étant inapproprié, enfin l'image, pardon. Et donc, on a le floutage de l'image, stockage dans le bucket, donc ça veut dire que je ne me suis pas planté dans la configuration, et puis appel du endpoint de mon service Cloud Run pour vérifier pour stocker le fait qu'il y a eu un changement, qu'il n'y a pas eu de changement sur le premier, et qu'il y a bien eu un changement sur le deuxième. Donc ça, c'était ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Donc là, je vous montre que Cloud Run. Hein. On a fait le même type d'expérience utilisateur pour la partie Kubernetes. À venir, donc, on n'est pas encore en version GA, notre produit qu'on appelle la Stack 3S. Hein. Ça va faire sourire tous les gens de chez Decathlon. Je veux dire, la V8, la V0.8 va bientôt sortir. On essaye de tenir un rythme de release de tous les 3 mois. Maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'on a des énormes... Enfin, on se met beaucoup la pression sur tout ce qui est qualité. Hein. Je ne vous parle pas de tout ce qu'on a mis côté qualité, mais on fait des tests unitaires, des tests d'intégration, des trucs dans tous les sens, de la compliance sur les plans Terraform et compagnie. Ce qui va être mis en place aussi chez nous, qui va être activé d'ailleurs à partir de 2023, c'est les règles CSPM, donc Cloud Security Posture Management, associées à la partie Cloud Run. Ça veut dire qu'il y a les pratiques d'utilisation de Cloud Run qui vont être encadrées dans CSPM, ce qui veut dire que tous les utilisateurs de Cloud Run qui ne respectent pas ça, ils auront des alertes qui devront aller corriger. Mais tout ce qui vient de la stack, c'est déjà correct. Puis affiner l'arbre de décision entre quand est-ce que je fais du Cloud Run, quand est-ce que je fais du Kubernetes, quand est-ce que je peux faire ni l'un ni l'autre, hein, parce que tout le monde ne peut pas, notamment si vous faites du SAP, c'est un peu compliqué de venir côté Kubernetes, même si, j'avoue, que je suis allé faire des formations Kubernetes chez SAP. C'était intéressant. Voilà. Les réflexions qu'on a en cours, le mode GitOps sur la partie déploiement. Je vous ai parlé de déclencher automatiquement un push, une nouvelle révision du service Cloud Run sur la partie quand il y a une nouvelle version de l'image Docker. Ça, c'est ultra simple. Hein, maintenant, et nous, on veut aller plus loin. On va être capable de dire, le développeur, il veut dire, je veux plus de CPU, je veux plus de mémoire. Et ça ne sera pas géré côté... quand vous faites ça côté Kubernetes, vous allez dans votre deployment gérer la partie ressources avec les limites. On va faire venir la même chose. Et donc, l'idée, c'est que faire une pull request, changement d'un descripteur, détection du fait que c'est différent de ce qui est côté service Cloud Run, et proposer de faire le déploiement. Le support du déploiement progressif, on ne l'a pas mis en place parce que pour l'instant, nos utilisateurs ne s'en servent pas. Le déploiement progressif, c'est intégré nativement dans Cloud Run. Vous pouvez choisir de dire mon service, quand il va être publié, ma nouvelle révision, je veux 10% sur la nouvelle révision et 90% sur l'ancienne. Donc on va travailler là-dessus, sur la suite, pour fournir toujours ça en mode GitOps. Le support des Cloud Run Jobs, on parlait tout à l'heure, la partie sonde, et puis quelque chose aussi qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, le Startup Boost, un des problèmes identifiés depuis longtemps sur Cloud Run, sur la partie Call Start, c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de donner plus de CPU au démarrage du service Cloud Run. Donc ça, pareil, on va donner la possibilité aux utilisateurs de le mettre en place. Et puis, tout ça pour finir sur... on essaye toujours de proposer la fonctionnalité au bon moment, ça veut dire que c'est un mélange savant, ouais, j'ai envie de dire savant quand même, on se creuse la tête, d'essayer de deviner quels vont être les besoins des utilisateurs, mais sans non plus développer des choses dont ils n'ont pas besoin là maintenant. C'est pour ça qu'on fait du Cloud Run là maintenant, et qu'on ne l'a pas fait tout de suite, parce qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs de Kubernetes que de Cloud Run, mais on croit beaucoup à Cloud Run. Moi, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à scanner le QR code si vous avez des feedbacks à faire. Et je vous écoute si vous avez des questions. Merci.